Merci Milly. Merci à tout le monde. Oui, je vais s'embêter avec. Déjà, je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité à ce troisième atelier. Et comme il est de coutume, je sais que c'est pas tout à fait ma place de parler ici en cette présence, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous parler de la phylogénie moléculaire des plasmodies, un travail qu'on a un peu fait ici, qu'on poursuit dans d'autres régions du monde, en Asie. Mais principalement, je vais me permettre, avant de parler rapidement en fait du sujet de la phylogénie moléculaire des plasmodies, essayer de le placer dans un contexte un peu plus large, biologique. Alors, quand j'étais enfant, il y a une chose qui m'avait marqué, c'est ma mère m'avait raconté que dénommé Archimède, qui était dans sa baignoire, s'était levé en disant « Eureka, j'ai trouvé », parce qu'il y avait un principe d'Archimède qui correspond à tout corps plongé dans un liquide subi une poussée de bas en haut égale au poids du volume déplacé. Alors, j'avais été très impressionné, et principalement de savoir qu'il y avait des baignoires à l'époque d'Archimède, et qui paraît français, puisque évidemment j'avais pas compris que Eureka ça voulait dire j'ai trouvé. L'autre chose, c'est une autre anecdote que tout le monde connaît, c'est l'histoire de la pomme de Newton. Enfin, je sais pas si c'est la pomme de Newton, mais Newton qui a découvert quelques théories scientifiques physiques, l'aurait découvert un jour en voyant une pomme tomber et se posant la question pourquoi cette pomme tombe. Donc voilà, on a poussé de bas en haut, la descente de haut en bas, mais en fait, en relisant un peu la littérature récemment, j'ai appris que Newton en fait avait été très critiqué lors de sa publication par un certain Hoover, qui lui reprochait principalement d'avoir volé ses données, son idée, et la réponse de Newton avait été, bien sûr, alors c'est en anglais, hein, mais il avait été de dire que si il avait été si loin, c'est qu'il n'avait juste fait que de s'appuyer sur les épaules des géants, les géants qui l'avaient précédé. Reprenons ainsi, je crois que c'est un proverbe qui dit un pygmée sur l'épaule d'un géant est plus grand que le géant lui-même. Ce que ça importe dans cette démarche, c'est que à la fois Newton et Archimède, je pense qu'ils ne sont pas, et c'est un peu dommage d'ailleurs, trouver des théories comme ça. Ils se sont habillés. D'abord, ils avaient une grande connaissance de ce qui était fait avant, ils étaient au courant, et ils ont appuyé leur dire sur la base d'une théorie, une théorie qui, on le sait, évolue. Hein. Newton, c'est pas la dernière théorie de physique, évidemment, mais c'est important, je crois, de positionner les choses à la fois sur les bases d'une connaissance, et donc il faut évidemment savoir ce qui a été fait, pas réinventer les choses, et puis peut-être les mettre dans un contexte théorique, ou en tout cas une approche plus généraliste que la simple description des faits. Alors en biologie, on a des théories et on a beaucoup de descriptifs. Les théories, alors une des théories actuelles, enfin la théorie qui est biologique, on parle de théorie de l'évolution, théorie synthétique de l'évolution qui a été principalement posée par Dobzhansky, et sur les bases évidemment du darwinisme de l'évolution, par sélection naturelle, où ils ont rajouté évidemment le phénomène de variation continue liée à des problématiques de variation génétique. Et suite à cette variation, il y a des sélections naturelles qui vont sélectionner à un moment donné les espèces, ou en tout cas les populations, qui vont être le mieux adaptées à un environnement à un temps T. Alors, le principe de toute théorie, c'est qu'elle est critiquable et remise en question. Elle a été remise en question principalement récemment, enfin en 50 ou 60, en 80 par Eldredge et Stephen Jay Gould, qui trouvaient un peu réductrice leur idée d'évolution graduelle, variation continue, et qui ont proposé en complément la théorie des équilibres ponctués. Évidemment, vous avez bien compris que je ne vais pas développer ces théories, c'est juste pour vous dire qu'il
il existe des théories biologiques, une théorie, enfin un ensemble de principes, qui peuvent permettre, en tout cas, je le crois, d'utiliser au mieux les outils descriptifs qu'on a, qui sont nombreux en biologie, et qui peuvent nous permettre peut-être d'avancer dans une réflexion plus large, de s'extraire peut-être simplement de notre domaine, par exemple pour le cas ici, paludisme, pour peut-être avancer dans une réflexion sur la logique du vivant. Cette phrase-là, rien n'a de sens en biologie si ce n'est au travers de l'évolution. Je veux la mettre un peu en rapport avec toutes les théories aujourd'hui scientifiques plus physiques, qui n'auraient aujourd'hui lieu d'être sans les théories développées par Einstein et après sur les théories quantiques, relativistes et quantiques. Alors dans cette théorie, il y a deux niveaux principalement qui nous permettent d'approcher les effets, on va dire d'utiliser au mieux toutes les descriptions qu'on a en termes de biologie. C'est déjà les mécanismes de l'évolution. Principalement, c'est la génétique des populations, avec une association, variation, sélection, hérédité. Mais tout ça a été très bien développé et très bien montré par Christophe hier, et je ne vais pas m'appesantir là-dessus. C'est regarder à l'échelle des populations ce qui se passe, le travail, en fait, quotidien, on va dire, l'évolution au jour le jour. Il y a une autre approche qui est assez intéressante en termes de descriptif, c'est que l'évolution, puisqu'elle est basée en fait sur un phénomène d'évolution et de sélection, peut contenir en elle une histoire. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, c'est, malgré tout, enfin c'est ce que nous dit cette théorie, c'est le résultat d'un ensemble d'histoires qui date de plus d'1 milliard d'années, d'organismes vivants. Alors le début de l'histoire, je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui, on est dans un équilibre, on voit des choses, et on peut peut-être s'en servir pour essayer d'évoquer des mécanismes, ou en tout cas une histoire qui vont nous aider à comprendre des phénomènes. Encore une fois, une histoire, il y a une logique dans l'histoire, mais cette logique la théorie n'implique pas le résultat. Plus simple, la contingence historique. La probabilité, il y a 3 mois qu'on se situe à cette heure-ci, dans ce lieu-là, tous ensemble, était probable mais faible. Mais elle est tout à fait logique. On peut expliquer a posteriori d'une logique simple pourquoi on est tous réunis ce soir ici, à ce même moment. Mais elle était absolument improbable, même aux bases de la théorie, avec n'importe quelle théorie, d'imaginer qu'à ce moment-là, Mick Jones allait s'asseoir sous le ventilateur. Voilà. Donc ces deux aspects, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est en aucun cas question de prospective dans la phylogénie, qui est donc en fait la descriptif historique un peu de l'évolution. Mais elle nous permet de raconter l'histoire et puis peut-être, dans cette histoire, d'imaginer que les leçons de l'histoire peuvent nous apporter, en tout cas, des réflexions sur ce qui peut arriver ou ce qui arrive actuellement. Alors, phylogénie et classification, quelque chose est très important, et je tenais à faire cette diapositive, c'est que la phylogénie n'a pas d'autre but qu'elle est soutenue par cette théorie de l'évolution et d'établir des liens de parenté. Elle n'est pas à mettre en adéquation au même niveau avec la taxonomie, taxinomie, qui est la description d'espèces. La description des espèces est évidemment indispensable, elle sert d'un classement, elle est indispensable principalement développée par les herboristes au début, pas forcément par les zoologues qui n'avaient pas de problème de savoir décrire, enfin disons de classer un mouton ou un agneau, mais les herboristes qui faisaient des plantes aromatiques ont vite eu des problèmes pour savoir s'il fallait mettre telle ou telle plante, et donc ils ont développé beaucoup de classements. Et c'est basé sur un pragmatisme, il n'y a pas d'idée soutenue de théorie sous la taxonomie. C'est très utile. Il se trouve évidemment que la taxonomie rejoint parfois et souvent la phylogénie, puisqu'en fait l'établissement des liens de parenté, puisqu'elle est dans la théorie d'évolution inhérente à une généalogie, on comprend aisément que deux espèces apparentées vont eux-mêmes avoir des caractères à peu près identiques et donc vont être facilement classées assez proches ou à avoir des clés de détermination
à peu près identiques en taxonomie. Mais ce n'est pas du tout ni les mêmes outils, ni les mêmes valeurs. La taxonomie est fixe, hein, on peut décrire une espèce et elle est décrite. La phylogénie est toujours en mouvement, parce que c'est une histoire et qu'on n'est pas encore en mesure de raconter évidemment toute l'histoire du vivant. Enfin, pas en mesure de raconter toute l'histoire du vivant, mais on va voir qu'on peut quand même avoir quelques informations. Alors les outils pour la phylogénie, c'est la construction d'arbres. Donc ça veut dire quoi? On essaie d'apparenter, de trouver des liens de parenté sur des critères au départ morphologiques, présence de poils, absence de poils, on a 4 bras, les tétrapodes, etc. Des outils, des descriptifs de développement, hein, d'embryogenèse, et bien sûr, quand il va être difficile de comparer un plasmodium, la forme d'un plasmodium d'un autre plasmodium, on utilise maintenant beaucoup des outils moléculaires, et ces outils moléculaires dérivent évidemment du fait que les outils moléculaires déjà sont faciles d'accès et qu'ils nous permettent de s'extraire du caractère morphologique et de pouvoir accéder à des comparaisons aussi brutales que une algue et je ne sais pas, un arbre avec quel tronc, et de pouvoir les comparer effectivement en termes de phylogénie. Donc qu'est-ce que nous disent la phylogénie du vivant, puisque ça a été actuellement, puisqu'on peut comparer à la fois des bactéries avec des moutons, eh bien on montre qu'en fait il y a trois grandes groupes d'organismes vivants. Il a été exclu de base tout ce qui est virus, pour des raisons qu'on peut discuter, mais bon. Avec les eubactéries qui correspondent en fait aux bactéries qu'on connaît, les archébactéries qui sont principalement des organismes de type prokaryote qui vivent dans les grandes profondeurs ou dans des zones assez difficiles, on va dire, accessibles au niveau des autres organismes comme les sources chaudes ou les vases avec des hautes pressions dans les fonds des océans. Et puis il y a les eucaryotes, et dans les eucaryotes, on a à la fois donc les apicomplexes qui vont être les plasmodiums, et puis les métazoaires qui vont donner évidemment toute la lignée, dont les oiseaux, les primates, évidemment l'homme. La lignée verte ici présentée, elle correspond à par exemple toutes les plantes. Hein. Donc cette phylogénie du vivant qui a été établie principalement basée sur des ARN, sur les séquences d'ARN ribosomiaux, enfin en termes de technique, elle a montré en fait que on voyait qu'il n'y a pas de début. On ne sait pas ce qu'il y a avant. En tout cas, l'histoire, comme la science physique, on ne sait pas ce qu'il y a avant, ou on ne sait même pas ce qui est antérieur des eucaryotes, des archébactéries ou des eubactéries. Il n'y a pas de réponse. On n'a pas le début. Oui, on n'a pas le début. Mais c'est intéressant de savoir que si on n'a pas le début, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une histoire après. Alors, après un peu ce tour d'horizon un peu théorique, essayons de rentrer dans l'utilisation pratique de ce que peut apporter la phylogénie dans le cas du parasitisme. Donc là c'est une définition du parasite, c'est très discutable encore une fois. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui contrediront cette définition, parce que quand on regarde les définitions, il y en a beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que souvent c'est des animaux de type eucaryote, en tout cas ceux qui nous intéressent pour Falciparum, c'est un animal eucaryote qui va être parasite, donc il va vivre avec un hôte, ou plusieurs hôtes, pour le cas de Falciparum, ou des plasmodiums. Et cette histoire on comprend bien que puisque la phylogénie va nous donner des histoires d'évolution et de ce qui s'est passé dans les siècles et les millénaires et les millions d'années antérieures, on va comprendre que l'évolution d'un hôte et de son parasite devrait, en tout cas, théoriquement, être a priori en relation. C'est pour ça qu'on parle souvent de coévolution hôte-parasite. Donc il est intéressant peut-être de comparer, en tout cas, la phylogénie, donc l'histoire des hôtes et des parasites, et de les mettre un peu en parallèle pour voir si les données phylogénétiques nous apportent quelques renseignements sur ce qui s'est passé effectivement
et dans le cas particulier, entre les plasmodiums et leurs groupes. Alors là je reprends la phylogénie des tétrapodes assez simplifiée. Donc les tétrapodes, je crois que c'est ceux qui n'ont pas fait de grec, ça veut dire ceux qui ont quatre bras par exemple, quatre membres. Bon, ce qui est intéressant là-dedans à montrer, c'est que les mammifères et ce qu'on appelle les diapsides ont un ancêtre commun qui sont les amniotes, qui ont évidemment caractère anamnios. Donc ici on a la classification actuelle proposée non résolue des mammifères, avec à la base tout ce qui est les marsupiaux, et puis des groupes connus qui sont organisés, et principalement avec ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un ancêtre commun entre tout ce qui est chauve-souris et primates. Donc quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'infection plasmodiale chez ces différents groupes, donc en rouge c'est les groupes monophylétiques pour lesquels on a déjà décrit de façon certains la présence de plasmodium. Donc on voit il y a les oiseaux, tout ce qui est geckos, caméléons, iguanes, les chauves-souris, les primates et les rongeurs. En bleu clair, on va dire, c'est ceux pour lesquels, a priori, on peut considérer, à quelques exceptions près, qu'elles ont été assez regardées pour considérer qu'ils n'ont pas de plasmodium. C'est-à-dire que ceux-là, on n'en a pas trouvé. En violet, j'ai mis des questions qu'on se pose. Elles n'ont pas été décrites, mais est-ce qu'ils ont été assez bien explorés? Je ne sais pas, principalement les crocodiliens. Je n'ai pas ici d'informations plus pertinentes que ça. Je pense qu'elles n'ont pas encore été décrites, les plasmodiums chez ces espèces, mais je pense qu'ils n'ont pas été forcément très regardés. Donc quand on regarde au niveau de la réflexion du parasitisme et d'une coévolution haute parasite, on peut s'étonner que, en tout cas, si un événement d'infection de parasitisme au niveau de l'ancêtre commun des oiseaux, des lépissauriens, des crocodiles, qu'on appelle maintenant les diapsides, on peut imaginer qu'il y a eu une infection, il y a eu une histoire d'infection au niveau d'un ancêtre commun à ce niveau-là. On pourrait imaginer, tout à fait logiquement, que par l'histoire et par de la coévolution, on va aboutir à une spécialisation et une coévolution de parasites qui va comprendre l'ensemble des descendants des diapsides. C'est-à-dire qu'en fait, chaque parasite évoluant avec son hôte, et chaque spéciation entraînant de l'hôte, entraînant potentiellement une spéciation du parasite. Mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'on a des trous, puisqu'en fait, les plasmodiums infectent les diapsides, peut-être les crocodiliens, on ne sait pas, mais aussi certains mammifères et pas tous. Donc, pour expliquer un peu ce phénomène, il y a deux, en logique, on pourrait imaginer un seul événement de parasitisme, au niveau d'un ancêtre commun au niveau des amniotes, avec, bon, ici, une coévolution avec des parasites dans le côté diapside, et puis au niveau des mammifères, des extinctions ou des pertes du parasitisme au niveau de ces groupes insectivores, carnivores ou ongulés. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est qu'on a eu deux événements. On peut imaginer qu'il y a eu un premier événement de parasitisme ici, et puis un transfert, peut-être, au niveau de ces groupes. Alors, le rongeur n'étant pas forcément bien résolu, on peut imaginer qu'on peut imaginer un ancêtre commun, peut-être des chiroptères, primates et rongeurs, qui seraient infectés par une capture d'hôtes, a priori, on va dire dans ce sens, ça pourrait être dans l'autre sens, d'accord, mais de l'ancêtre du groupe diapside et de l'ancêtre du groupe mammifère. Ça, c'est une deuxième explication. Alors, bon, la phylogénie des tétrapodes, elle est assez fixe, et enfin, elle est en tout cas peu remise en cause, mais qu'en est-il de la phylogénie des plasmodies? Alors, quand on fait une étude de phylogénie des plasmodies, ça c'est des données dont certains sont issus de Madagascar, on voit des choses assez étonnantes. Déjà, bon, on va pas s'intéresser aux hémoprotéus, qui ont a priori un caractère à part, mais prenons le cas de tous ces plasmodiums qui ont été identifiés. Donc là, on va les prendre un par un. On voit que les plasmodiums des primates,
dont les plasmodiums de lémurien qu'on a pu trouver ici, enfin un plasmodium de lémurien qu'on a trouvé ici, se retrouvent ensemble. Et juste en dessous, on voit que les plasmodiums des rongeurs se retrouvent juste à côté des plasmodiums de primates et des lémuriens, ce qui est à peu près cohérent. Il faut savoir que les plasmodiums de rongeurs n'ont été trouvés qu'en Afrique. Il n'y a pas de rongeurs asiatiques que je sache qui sont infectés par des plasmodiums. Chose étonnante, c'est que falciparum et Reshnovi, bon, Reshnovi infectant le chimpanzé, en tout cas Plasmodium falciparum, qu'on connaît bien, ne vient pas se mettre avec les primates, mais bien en aval, comme si le caractère, normalement, si on parle de coévolution, on comprend bien que les plasmodiums d'hommes, falciparum, devraient se retrouver avec les plasmodiums de primates, puisqu'ils auraient une coévolution. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une histoire un peu différente au niveau des plasmodiums de falciparum et de Reshnovi. Mais c'est un cas isolé, alors c'est un cas isolé, c'est un peu embêtant. Quand on a regardé ici des plasmodiums, enfin des démosporidés de chauves-souris, ce qu'on avait trouvé chez les chauves-souris, on a fait la phylogénie et on trouve en fait que les chauves-souris, les plasmodiums de chauves-souris de Madagascar, ne se retrouvent pas du tout avec les mammifères, mais ils vont tomber pratiquement, là j'ai mis un petit peu, parce que c'est pas encore tout à fait résolu, mais avec les plasmodiums des oiseaux de Madagascar. Et pas du tout avec les plasmodiums des oiseaux d'autres régions, comme l'Asie du Sud-Est. Non, ils vont rester principalement comme si l'ancêtre commun des plasmodiums de chauves-souris de Madagascar et ceux des oiseaux était malgache. Or, vous comprenez bien que les oiseaux, la différenciation des oiseaux et des chauves-souris, enfin des mammifères et des diapsides, a eu lieu bien avant l'isolement de Madagascar. Donc cet événement est postérieur à la fois à la séparation de Madagascar et à l'isolement, mais donc forcément postérieur à la séparation et à des séparations des oiseaux et des mammifères. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'a priori, ça veut dire que l'histoire à Madagascar montre que fort probablement des plasmodiums d'oiseaux ont infecté des chauves-souris ou des plasmodiums de chauves-souris ont infecté des oiseaux. Or ça, c'est une chose assez étonnante, puisque, enfin pour ceux qui connaissent les oiseaux, ont des réticulocytes, des érythrocytes nucléés. Les chauves-souris sont évidemment des mammifères avec des érythrocytes sans noyau, et cet événement est assez étonnant. Et en fait, quand on regarde en logique, c'est que certainement, et c'est ce que nous donne en tout cas cette phylogénie comparée, c'est que c'est pas un événement ou deux événements, c'est certainement de nombreux événements qui vont en fait, qui apparaissent de capture d'hôtes et d'échanges entre des plasmodiums, certainement dans ce sens, d'oiseaux, dont la diversité est beaucoup plus importante, qui vont de temps en temps infecter les rongeurs peut-être en Afrique, les primates, certainement, alors là, je ne sais pas où, les chiroptères ont été infectés certainement à Madagascar, et cet événement de capture d'hôtes répété dans ce groupe de Plasmodium falciparum est un événement assez étonnant et potentiellement intéressant. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est que la première, c'est que on voit que le caractère coévolution hôte parasite et cette habitude, cette longue habitude n'est peut-être pas forcément une très longue habitude, le cas des chiroptères à Madagascar. Et puis la deuxième chose, c'est que peut-être que ces événements-là peuvent se reproduire, et pourquoi pas avoir des infections chez l'homme provenant de plasmodium de la faune sauvage. Et pour terminer cette réflexion, c'est que en fait les plasmodies humaines, on en connaît 4, mais il y a déjà plusieurs publications, dont une dernière, qui montrent que des plasmodiums de singes, petits bravis en Guyane française infectaient, et en tout cas passaient régulièrement chez les humains. Et en Asie du Sud-Est, récemment, cet été, a été publiée une grosse étude montrant que régulièrement, des plasmodiums de type de macaque infectaient des humains et étaient pris régulièrement pour du malarié. Alors à l'heure des déforestations, des ruptures d'équilibre entre biosystèmes écologiques, il est clair que des interactions faune sauvage et hommes vont être de plus en plus nombreux, et associés
une augmentation de la communication et un bon diagnostic quand même, une augmentation de la capacité diagnostique des infections chez les humains, on aboutira peut-être à l'émergence de nouveaux agents pathogènes. Juste pour mémoire, le SRAS il y a 2 ans et la grippe aviaire actuellement on a vu du sida. Voilà, je vous remercie de votre attention.